Voilà, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Clément Sigel, je travaille au service international de la Chambre des métiers. Donc, nous conseillons les entreprises artisanales luxembourgeoises qui vont prester à l'étranger. Et voilà, donc dans ce cadre, nous avons lancé il y a 2 ans la série Goût de moyenne grosse région, qui sont donc une série de manifestations de sensibilisation, on va dire, pour les entreprises. Et donc, aujourd'hui, le thème, c'est donc le recouvrement de créances à l'étranger. Donc, comment limiter le risque d'impayé. Et donc, j'ai donc aujourd'hui Maître Coutert à mes côtés, du moins virtuellement, qui aura l'honneur de nous raconter un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi il faut faire attention, et voilà. Voilà, bonjour à tous. Je voulais remercier évidemment la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, pardon, pour son accueil et Madame Migel en particulier pour la préparation de ce petit webinaire. L'idée évidemment, c'est de rester concret et pratique et de ne pas vous abreuver de textes juridiques. Alors pourquoi est-ce que la Chambre des métiers a pensé à moi? D'abord, je pense parce que je connais un peu le directeur de la Chambre des métiers qui est Monsieur Virion, qui est un ancien avocat, et on a eu l'occasion, donc il y a déjà 25 ans, de faire connaissance. Alors, en tant qu'avocat, je suis généraliste, donc ce qui me permet aussi de rester dans le recouvrement, qui est une problématique constante chez les avocats, et bien d'autres domaines également où le recouvrement a aussi parfois une incidence. Donc, je suis au barreau de Luxembourg depuis 96 maintenant, et associé au sein du cabinet Molitor. Nous sommes une cinquantaine de personnes. On essaye de rendre service à toutes les entreprises dans tous les domaines possibles de leurs problématiques au quotidien. Voilà pour la petite introduction. Donc aujourd'hui, le recouvrement, alors l'idée évidemment c'est d'insister sur le recouvrement plutôt à l'international. Dans ce cadre-là, je dirais que j'ai scindé ma présentation en deux parties, le recouvrement plutôt au sein de l'Union européenne et alors le recouvrement plutôt en dehors de l'Union européenne. Je suppose que les entreprises luxembourgeoises au sein de la grande région ont évidemment essentiellement des problématiques liées au sein de l'Union européenne, mais il ne faut pas négliger l'impact que peut avoir un problème au niveau à l'international hors européen évidemment. Pour commencer tout de suite, je suis persuadé, et j'espère que vous en êtes conscient au sein de vos entreprises, évidemment, un bon recouvrement implique des mesures préventives préalables et qui sont indispensables parce que ce n'est que quand vous avez des dossiers et des documents qui sont bien en ordre, des procédures internes qui sont bien rodées, que vous arrivez à avoir un recouvrement qui est efficace. Alors, la première problématique qu'on rencontre très souvent dans les dossiers de recouvrement, c'est d'abord une identification correcte du client. Et je crois qu'il y a eu énormément de progrès qui se sont faits ces dernières années dans ces problématiques-là. Mais pour vous donner un exemple, il y a encore quelques mois, j'avais un architecte qui me demandait de faire un recouvrement d'honoraires auprès de particuliers. Alors, il ne savait pas si c'était un homme et une femme, évidemment, il ne savait pas s'ils étaient mariés, s'ils étaient cohabitants, s'ils étaient pacsés. Et donc, voilà, première problématique, c'est que quand l'avocat est saisi du dossier, il doit d'abord identifier qui est le débiteur, qui a contracté finalement avec l'architecte ou avec l'entreprise concernée. Et donc ça, vous avez maintenant des outils internationaux pour retrouver les sociétés, leur numéro de TVA, leur numéro de registre de commerce, le SIREN, la Banque Carrefour des entreprises en Belgique, l'équivalent aussi en Allemagne. Donc tout ça, c'est fondamental et ça intervient évidemment en amont dès le premier contact avec vos clients. Ensuite, les problématiques qui sont plus compliquées évidemment, c'est de vérifier la solvabilité des clients, notamment quand vous avez des contrats qui sont importants en termes de montant, d'enjeux financiers. Alors, vous pouvez parfois évidemment demander des lettres de référence bancaire. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des registres de commerce pour avoir accès au bilan et aux comptes annuels des années précédentes, puisque vous aurez de toute façon toujours quelques mois de retard au niveau des informations comptables et financières. Et puis, vous avez parfois des agences de rating, vous avez parfois la COFAS ou Euler Hermès qui donnent un rating à certaines entreprises au sein de l'Union européenne parce qu'elles ont des outils qui organisent ce genre d'analyse. Alors, un point fondamental aussi
du recouvrement, ce sont évidemment vos documents contractuels. Je dis documents contractuels et conditions générales, je les distingue. Pourquoi? Parce que dans votre procédé contractuel, ce qui est très utile, par exemple, ce sont les confirmations de commande. Vous pouvez évidemment faire un devis. Vous allez envoyer ce devis à votre co-contractant. Il va accepter le devis peut-être en le signant directement, ou vous pouvez aussi vous recevoir le devis signé. Si vous avez par exemple eu des entretiens téléphoniques ou vous avez des gens qui sont passés sur place pour préparer le devis, vous allez peut-être avoir des spécificités qui ne sont pas déjà prévues dans le devis. Et donc ça peut avoir une importance prépondérante de faire des confirmations de commande en disant voilà, nous avons bien reçu votre commande à telle date, nous avons noté les éléments particuliers suivants et nous vous confirmons la mise en route de votre contrat. Et puis alors vous avez évidemment toute la gestion facturation qui peut intervenir, la gestion de la facturation des acomptes, évidemment, chose énorme et prépondérante. Pourquoi est-ce que c'est très important les acomptes? Parce qu'évidemment, si vous vous rendez compte dès le début que vos acomptes ne sont pas payés, eh bien vous avez ce qu'on appelle l'exception d'inexécution. C'est-à-dire que dans un contrat où chacune des parties a des obligations, donc le professionnel il a l'obligation de faire le travail, par exemple un menuisier va faire un placard sur mesure, eh bien le client lui a l'obligation d'honorer les paiements et les acomptes qui sont prévus au contrat. Et s'il ne s'exécute pas, le menuisier a la possibilité de suspendre sa prestation purement et simplement. C'est tout à fait possible, il suffit de le signifier par écrit, par mail ou n'importe comment, mais en tout cas, si possible, de se garder évidemment une preuve que vous avez invoqué l'exception d'inexécution. On parle de cette exception d'inexécution dans ce qu'on appelle les contrats synalagmatiques. Alors c'est un mot savant qui signifie que ce sont des contrats où chacune des parties a des obligations envers l'autre. C'est la plupart des contrats évidemment, puisque dans l'ensemble, on n'est pas dans des mécanismes unilatéraux. Alors, les délais de paiement et les intérêts, c'est une problématique qu'on rencontre très souvent aussi. Dans vos conditions générales, vous pouvez prévoir évidemment des délais de paiement, des échelonnements de paiement. Vous pouvez prévoir la mise en compte à la fois des intérêts légaux. Si vous ne souhaitez pas vous fatiguer, vous faites un renvoi aux intérêts légaux, sachant qu'il y a deux types d'intérêts légaux aussi. Vous avez une directive européenne qui a mis en place ce qu'on appelle les intérêts légaux entre commerçants, dans les relations de nature commerciale, où là vous avez une majoration qui est très intéressante. Actuellement, on parle de 8% d'intérêt de transactions commerciales, comme on les appelle. Et puis vous avez le classique intérêt légal qui, lui, ça va plus s'appliquer vis-à-vis d'un client consommateur, par exemple, ou dans d'autres relations où on n'est pas purement dans du commercial pur, du B2B comme on dit. C'est très important de le prévoir parce que vous pouvez aussi prévoir, même dans vos conditions générales, si vous ne renvoyez pas aux intérêts légaux ou aux intérêts des transactions commerciales, c'est mieux évidemment de les distinguer, vous pouvez renvoyer à des intérêts conventionnels de retard. Et là, vous pouvez aller jusqu'à 12%, 15%, vous pouvez prévoir une comptabilisation par mois entamée, on va dire, ou vous pouvez prévoir certains mécanismes aussi de clauses pénales qui sont très intéressantes pour, je dirais, vraiment mettre la pression sur votre co-contractant. Au moment où il ne paye pas, vous pouvez lui dire attention, vous ne vous honorez pas, mais il va y avoir une majoration substantielle à la fois avec les intérêts légaux, à la fois avec les clauses pénales, par exemple. Alors, vos documents contractuels aussi et vos conditions générales sont très importants pour, évidemment, de manière contractuelle, décider quels vont être les tribunaux compétents, s'il y a un litige, si vous devez faire du recouvrement, et évidemment, quel va être le droit applicable. Ce qu'on remarque pas avec l'expérience, c'est que là aussi, il y a eu de grands progrès les dernières années chez les professionnels qui veillent vraiment à préparer des documents contractuels solides et à se faire conseiller par des professionnels. Mais il faut savoir que si vous oubliez de parler de ces problèmes de compétences ou de droit applicable, vous allez parfois avoir des situations de casse-tête, où vous devrez faire appel à des conventions internationales. Je pense par exemple à la Convention de Rome, à des règlements européens qui concernent la compétence judiciaire, etc., et la détermination du droit applicable, avec des critères qui sont parfois variables. Vous allez avoir des critères qui vont s'appliquer aux matières commerciales pures, on va dire,
contrat, vous allez avoir des critères liés au droit des assurances, vous allez avoir des grosses problématiques liées au droit de la consommation, si votre client est un consommateur final. Là, vous avez des critères particuliers de compétences, et le droit applicable, c'est encore une situation distincte. Donc si vous arrivez à contractuellement anticiper ces problématiques-là, c'est vraiment fondamental. Alors, le dernier point à signaler évidemment dans les mesures préventives, ce sont les garanties. C'est pas toujours évident à imposer, mais dans les gros marchés, évidemment, vous pouvez aussi demander des lettres de garantie bancaire. Vous pouvez demander, par exemple, le cautionnement d'un gérant qui est associé majoritaire d'une société et qui vous fait une grosse commande. Si vous avez des doutes sur sa solvabilité, tout ça, ça se discute évidemment. C'est pas toujours évident commercialement à aborder, mais ce sont des choses qu'il faut garder à l'esprit et qui doivent être discutées si possible. Alors, je disais tout à l'heure, les procédures internes à l'entreprise sont très importantes. Évidemment, ça veut dire avoir des processus bien rodés, où vous avez tout votre personnel qui connaît ces processus, qui les applique, qui sont rationnels et en même temps qui interviennent à des moments clés. Je vous donne un exemple typique, ce sont des entreprises qui sont beaucoup trop gentilles avec leurs clients et qui vont envoyer un rappel, 2 rappels, 3 rappels, 4 rappels, jusqu'à 5 rappels, avant de se dire, bah, tiens, il faudrait peut-être maintenant taper du poing sur la table et être un peu plus méchant. Alors, soit directement passer par une mise en demeure avec courrier recommandé, soit transmettre le courrier à un avocat, soit entamer des procédures européennes d'injonction de payer ou ce genre de choses. Donc, ne négligez pas cet aspect dans le timing, évidemment. Plus vous attendez, plus vous prenez le risque que votre débiteur soit dans une situation financière difficile, finalement disparaisse purement et simplement. C'est encore possible. Dans certains pays européens, on peut disparaître, notamment en France, par exemple. Et puis, vous avez évidemment, comme j'ai dit, la procédure où vous pouvez tout de suite, si vous remarquez que votre client ne vous paye pas, eh bien, suspendre vos prestations. Parce que par expérience, j'ai vu de très très nombreuses fois des professionnels qui continuent à travailler, à commander des fournitures chez leurs fournisseurs et qui finalement font bosser leurs équipes et qui aggravent finalement le trou. Et in fine, quand il faut arriver au recouvrement, ils se rendent compte que de la compte de départ qui était impayée, ils en sont à beaucoup plus d'argent qu'ils ont engagé finalement dans le processus. Alors, un mécanisme aussi qu'on néglige très souvent et qui est très peu utilisé en droit luxembourgeois et par les entreprises luxembourgeoises, c'est la compensation légale. La compensation est un mode de paiement et qui est très simple à invoquer, notamment, je l'appelle légal parce qu'on l'oppose à la compensation conventionnelle qui est prévue dans un contrat et la compensation judiciaire qui va être prononcée par un tribunal. La compensation légale est un mécanisme où vous allez dire à votre co-contractant, bien voilà, par exemple, sur ce marché que j'ai réalisé à Luxembourg, je vous dois 100 000 euros. Sur le marché que moi j'ai réalisé pour vous, que vous avez réalisé pour moi sur un autre, pardon, non, j'inverse, que vous avez réalisé pour moi, par exemple, à Esch-sur-Alzette, je vous dois 50, vous allez faire une compensation entre les deux montants. Et c'est très simple à faire. Il suffit de faire juste un état des comptes et de dire à votre client, à votre co-contractant, voilà, j'invoque la compensation légale et donc on va faire une simple soustraction et celui qui a la plus grosse créance, évidemment, va rester avec un montant qui lui sera dû, mais l'autre sera complètement effacé de la compensation légale. Après, c'est juste une gestion comptable, bien suivre avec votre département comptable pour que ce soit comptabilisé correctement. Mais donc ce mécanisme, pour vous donner un exemple, il y a quelques années, j'avais été contacté par une entreprise qui était très embêtée parce qu'elle voyait qu'un de ses co-contractants importants avait des difficultés, et c'était une entreprise qui faisait partie d'un groupe. Et donc, en analysant un petit peu tous les encours qu'ils avaient avec cette partie en difficulté, ils se sont rendus compte qu'ils avaient aussi des créances réciproques. Et donc, l'idée a été de faire des cessions de créances dans les sociétés du groupe pour que finalement, une grosse créance soit localisée à un endroit. Et puis, on a pu invoquer une compensation très importante avec des montants qui étaient dus dans l'autre sens. Et ça a permis quand même de sauver
la maison, on va dire, parce que par la suite, évidemment, ce co-contractant est tombé en faillite. Et alors, ce qui était assez comique, c'est que le curateur a mis les 3 sociétés au tribunal en contestant la compensation légale. Et le tribunal a fait un raisonnement tout à fait logique en disant, mais écoutez, même en situation, comme on dit, de période suspecte, c'est-à-dire dans les 6 mois qui précèdent la faillite, la compensation légale est un mécanisme qui peut fonctionner tout à fait correctement. Et voilà un petit peu pour des problématiques qui peuvent vous aider concrètement. Alors j'ai entamé le vif du sujet, donc j'ai intitulé le chapitre « Le recouvrement judiciaire ». Alors vous allez voir qu'il y a des mécanismes où l'idée de base, c'est d'éviter tant que possible de recourir à un avocat, mais vous avez toujours un chapeau judiciaire, en ce sens que les mécanismes qui ont été mis sur place au niveau européen, ce qu'on appelle l'injonction de payer, les petits litiges, tout ça est toujours lié à l'intervention d'un juge et d'une juridiction. Donc ça reste pour moi judiciaire. Alors, c'est parti, donc c'est face à un débiteur qui est hors Luxembourg, mais qui est dans l'Union européenne. Donc comme je l'ai dit, les problématiques récurrentes sont toujours les mêmes. Identification du client, la localisation. Alors, la détermination du tribunal compétent, ça peut toujours être un problème quand vous n'avez pas un contrat qui est clair. Vous avez également le coût des procédures à l'étranger. Parfois, il faut faire des frais de traduction. Vous avez besoin d'un avocat local. Vous allez avoir des problématiques liées à un client final qui va être consommateur, et donc protégé, avec toute une conséquence au niveau du droit applicable, des juridictions que vous pouvez saisir, au niveau aussi des documents contractuels qui doivent rédiger, par exemple, qui doivent prévoir, par exemple, des clauses de rétractation, ce genre de choses qui peuvent intervenir. Ça peut être un casse-tête. Alors vous pouvez avoir comme je dis ici, des situations de surendettement. Vous avez déjà un client qui est potentiellement en état de surendettement, ou qui va le devenir, ou qui va être en situation d'insolvabilité, comme on dit pour les entreprises. Et puis vous allez avoir une problématique récurrente qui est la problématique, c'est bien d'obtenir un jugement, une injonction de payer ou ce genre de choses. Encore faut-il pouvoir l'exécuter. Parce que j'ai toujours souvent des clients qui me disent, bon voilà maître, c'est super, on a gagné, on a obtenu la condamnation, quand est-ce que j'ai mon argent? Et c'est là où parfois on a du mal à comprendre. L'exécution, c'est un mécanisme en soi qui nécessite parfois aussi du temps. Parce que vous allez avoir des complications, vous allez aussi avoir du mal à retrouver la personne chez qui exécuter, vous allez avoir une personne qui n'a pas de bien mobilier à saisir, ou n'a pas de matériel à saisir, ou de stock, et donc vous allez devoir vous armer de patience, essayer de trouver l'existence de compte bancaire, où vous pourriez peut-être exécuter votre titre, etc. Donc ça, ce sont des problématiques qui sont vraiment bien distinctes, et quand vous devez le mettre en œuvre dans d'autres pays, bien, ça peut être compliqué. Nous savons au Luxembourg qu'on a les huissiers de justice, ça existe en France, ça existe en Belgique, ça existe en Allemagne aussi, et vous avez des pays où, voilà, les huissiers de justice, c'est pas une institution qui existe comme telle, et donc, par où on passe, finalement, par qui on passe, hein. Je donne l'exemple des États-Unis, vous avez parfois les shérifs dans les comtés qui organisent la saisie des immeubles et des maisons et qui font déguerpir les gens. Donc voilà, des particularismes assez locaux à ce moment-là. Alors, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous arrivez contractuellement à bien ficeler vos conditions générales, vous pouvez justifier de la compétence des tribunaux luxembourgeois, même avec un client qui est à l'étranger. Je mets ici une parenthèse, un client qui est professionnel. Si c'est un consommateur final, vous aurez toujours un problème, c'est que vous ne pourrez pas imposer votre tribunal local luxembourgeois, mais vous devrez toujours agir devant le tribunal du domicile du consommateur, donc autrement dit à l'étranger. Et donc, imaginons que vous avez réussi à mettre en route la compétence luxembourgeoise, eh bien, vous avez divers mécanismes qui existent déjà en droit luxembourgeois. Vous pouvez utiliser des ordonnances de paiement, qui sont déjà largement connues et utilisées, qui n'impliquent pas la présence d'un avocat, au début en tout cas. Vous avez évidemment ces ordonnances de paiement qui sont de la compétence du juge de paix en dessous de 10 000 € actuellement, et au-dessus de 10 000 €, c'est le tribunal d'arrondissement avec le greffe des référés qui gère ces problématiques. Les ordonnances de paiement, c'est une belle idée, mais il faut se rendre compte aussi que vous avez ce qu'on appelle la possibilité pour le débiteur de faire un contredit. Alors,
Le contredit, normalement, il doit le faire dans les 15 jours à partir du moment où il reçoit l'ordonnance de paiement, sachant que la Poste, enfin le greffe du tribunal va envoyer l'ordonnance de paiement par courrier recommandé avec accusé de réception, que la Poste va conserver ce recommandé pendant 15 jours, que la personne peut aller le chercher le 14e ou le 15e jour, et qu'elle a donc encore 15 jours pour former contredit, vous êtes déjà dans un délai d'un mois. À supposer que la partie adverse fasse contredit, vous avez alors un mécanisme où le dossier va repasser en audience publique. Alors parfois le tribunal convoque tout de suite les parties à une audience, parfois il faut qu'une des parties demande la convocation à une audience. Et puis là, vous allez encore avoir un certain délai qui s'écoule entre l'envoi de la convocation, l'audience. Là, la première audience, elle sert normalement à communiquer les pièces entre les parties, puisque dans un premier temps, l'ordonnance de paiement, elle est unilatérale, hein, c'est une partie qui donne ses pièces au juge de paix et qui lui demande d'émettre une ordonnance. Et donc, vous allez encore avoir un report d'audience pour pouvoir alors échanger les pièces et avoir une première date de plaidoirie. Donc, vous êtes déjà dans un timing qui est quand même assez long. Il ne faut pas négliger ce genre de choses. Donc, il faut oublier l'idée que c'est très rapide. C'est simplifié, mais ce n'est pas forcément très rapide. Alors, vous avez l'autre mécanisme classique, c'est, vous dites, bon, ordonnance de paiement, c'est un mécanisme qui fonctionne très bien quand vous avez des factures acceptées. Des factures que vous envoyez qui sont assez simples. La partie adverse ne réagit pas dans un délai raisonnable, qui dépend évidemment chaque fois de la complexité du marché, du contrat qui est en cause, mais traditionnellement on considère que un bon professionnel, il doit réagir dans un mois, s'il reçoit des factures et qui n'est pas d'accord avec ce qui est mentionné dans les factures. S'il ne réagit pas, l'autre partie peut évidemment invoquer la condamnation sur base du principe de la facture acceptée. Et donc, on dit, les factures prouvent l'existence du contrat, le montant et les modalités. Et donc, c'est cuit, je dirais, on risque de se faire condamner si on ne réagit pas dans le mois, dans le délai raisonnable. Ça, c'est donc les cas très simples. Si vous avez des cas particuliers où vous demandez l'application des conditions générales, vous souhaitez par exemple une clause pénale, vous devez justifier en quoi la justice de paix est compétente, de manière particulière, etc., que c'est un peu complexe, le greffe du tribunal et le juge de paix ne va pas accepter d'émettre une ordonnance de paiement, il va vous suggérer de procéder par votre citation. Pourquoi? Parce que la citation va être un peu plus détaillée dans les explications que vous pouvez fournir. Vous pouvez évidemment le faire tout seul sans avoir besoin d'un avocat. C'est un exercice, il y a des modèles qui circulent. Moi, je ne vous recommande pas parce que ça peut être compliqué. Mais en tout cas, c'est possible. En dessous de 10 000 euros, puisque la citation, c'est une compétence et c'est lié à la justice de paix. Quand vous êtes au-dessus de 10 000 euros, on considère que on appelle ça une assignation. En la forme, c'est à peu près similaire, mais on appelle ça différemment. Je le disais tout à l'heure à Madame Higel en introduction, il y a un projet de loi actuellement qui circule et qui est en discussion au Parlement, qui vise à augmenter le taux de compétence des juges de paix pour le porter à 20 000 euros. Ce qui va permettre alors de toiser des litiges un peu plus importants en justice de paix. Je crois que je n'ai pas de commentaire à faire, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça peut désengorger le tribunal d'arrondissement. Alors, autre procédure classique de droit national, c'est évidemment l'assignation en référé provision. Vous pouvez très bien assigner un débiteur qui est situé à l'étranger en référé provision dans le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Le référé provision vise à obtenir donc une ordonnance qui est exécutable par provision, c'est-à-dire même s'il y a une possibilité d'appel, vous avez le droit d'exécuter même si la partie adverse interjette l'appel. Et puis vous avez ce qu'on appelle les procédures au fond, où là vous avez les assignations civiles ou les assignations commerciales. La complexité, c'est que parfois, la partie contractante que vous avez en face de vous, imaginons par exemple que vous avez un litige avec un bureau d'architectes qui n'est pas constitué sous forme de société, mais qui est une association de fait. Bien, les architectes ne sont pas considérés comme des commerçants, et donc vous ne pourrez pas agir devant le tribunal de commerce, vous devrez agir devant le tribunal civil. Avec les conséquences, c'est que vous allez passer en procédure civile, avec échange de conclusions, etc., et calendrier d'échéance de conclusion, tandis qu'au commerce, au commerce, vous avez une procédure simplifiée où vous avez une date d'audience, la première date.
l'affaire paraît à cette audience-là, elle est renvoyée pour plaidoirie à une autre audience. Là, normalement, vous pouvez plaider, il n'y a pas d'échange de conclusions, etc., qui est plus rapide et plus simplifié. Alors, vous avez évidemment au droit luxembourgeois toute une série de mesures conservatoires. Je vous donne quelques exemples ici. La saisie foraine, par exemple, est très mal connue encore par certaines entreprises, mais imaginons une société d'ingénieurs conseil qui preste pour une société de construction et qui n'est pas payée. La société de construction a un chantier qui est situé à Esch-sur-Alzette où il y a beaucoup de matériel qui est entreposé là, tout ce qui est installation de chantier, donc imaginons une roulotte, un container avec du matériel, etc. Eh bien, vous avez la possibilité de demander au juge l'autorisation de pratiquer saisie sur ce matériel qui est situé sur un chantier, situé dans une autre commune ou même dans la même commune. Et donc on appelle ça la saisie foraine, mécanisme assez peu connu mais qui est très intéressant parce qu'évidemment ça a un effet assez saisissant, ça a un effet conservatoire, donc vous saisissez le matériel, et évidemment l'entreprise qui se trouve confrontée à cette situation va réagir très vite. Vous avez évidemment traditionnellement la saisie sur compte bancaire, ce qu'on appelle la saisie arrêt bancaire. Là aussi, ça a un effet énorme, puisque votre banque vous envoie un petit courrier ou vous appelle en vous disant « Écoutez, je suis désolé, mais il y a quelqu'un qui a fait une saisie sur vos comptes, donc tout est bloqué à concurrence d'un certain montant. » Vous pouvez avoir une saisie qui porte sur d'énormes montants. Pourquoi? Imaginons que vous avez 3 banques avec lesquelles vous travaillez, vous avez 3 comptes en tout, donc un compte dans chaque banque, où vous avez chaque fois, je sais pas moi, 20 000 euros sur chaque compte, et votre créancier, il vous réclame 10 000 euros. Mais il va viser les 3 banques dans sa demande de saisie sur compte bancaire, et donc concrètement, il va bloquer 3 fois 10 000 euros, et donc il va bloquer 30 000 euros, alors que concrètement, vous ne lui en devez que 10. Donc ça peut avoir des conséquences, parce qu'il faut alors faire ce qu'on appelle un cantonnement, pour limiter les effets de la saisie, etc., libérer les autres banques, bloquer uniquement dans une banque. Tout ça, ce sont des complications, ça coûte du temps et de l'argent, et c'est énorme. Mais ça a un effet en tant que créancier qui est très fort. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle les saisies de créances. Alors, le cas classique, c'est que vous apprenez que votre débiteur lui-même doit recevoir de l'argent d'une autre entreprise pour laquelle il a travaillé. Eh bien, vous avez la possibilité de demander une autorisation pour saisir cette créance entre les mains du débiteur de votre débiteur. C'est une procédure qui est facile et rapide. Alors, vous avez pour les particuliers la saisie sur salaire qui existe évidemment, qui est assez simplifiée et facile à mettre en œuvre aussi. Alors, je vais passer tout de suite à ce qu'on appelle les procédures simplifiées au niveau européen. Alors, différents types de procédures qui ont été mises en œuvre. Donc, l'idée sous-jacente a toujours été, vous savez qu'au sein de l'Europe, vous avez beaucoup de gens qui pensent beaucoup, et donc ils ont eu l'idée de mettre sur place des mécanismes européens pour les créances transnationales, comme on les appelle. Donc, quand vous avez un débiteur et un créancier qui sont dans des pays différents, vous allez pouvoir utiliser ces mécanismes simplifiés, normalement sans passer par des avocats, avec toute une série de formulaires qui sont mis en ligne et annexés à ces règlements européens. Donc vous avez la procédure européenne d'injonction payée, ce qu'on appelle la procédure de règlement des petits litiges. Vous avez encore ce qu'on appelle le titre européen pour les créances incontestées. Et alors, il y a un mécanisme assez récent, c'est l'ordonnance européenne de saisie conservatoire bancaire. Donc, je vais aborder ces mécanismes. Alors, la procédure européenne d'injonction payée, donc, comme je l'ai dit, c'est pour les recouvrements de créances liquides, certaines et exigibles. Et les textes sont assez clairs, ils vous disent, voilà, au moment où vous introduisez votre demande, vous avez un litige transnational, votre créance est liquide et exigible, vous pouvez le faire à partir du moment où votre débiteur se situe dans un pays de l'Union européenne, sauf le Danemark, qui n'a pas été partie à ce règlement. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous n'avez donc pas besoin d'utiliser une présentation au tribunal, donc il n'y a pas d'audience formellement qui est organisée, mais simplement vous remplissez un formulaire où vous devez mettre toute une série d'informations. Si nécessaire, vous devez joindre également des documents probants, et ça va passer devant un juge qui va recevoir tout simplement ça. Petite parenthèse, c'est que
Actuellement, vous avez des pays où la justice est informatisée de manière complète, donc vous allez pouvoir carrément filer, comme on dit, ces formulaires avec les pièces annexes en voie électronique. Il y a encore malheureusement des procédures comme au Luxembourg où ce n'est pas complètement informatisé, où vous devrez encore utiliser du papier, etc. Et donc, l'idée derrière, c'est qu'il y ait une simplification, évidemment, par voie électronique qui se fasse dans le futur, pour tous les États membres de l'Union européenne. Alors, de nouveau, la question qu'on se pose, c'est quel tribunal choisir quand on va faire cette demande? Eh bien, donc vous avez toujours la problématique du consommateur. Vous ne pourrez le faire que devant le tribunal du lieu de son domicile. Et sinon, on va vous renvoyer aux règles d'un règlement qui est très très important, c'est le règlement 44/2001, qui entre-temps a été remplacé par ce qu'on appelle le règlement Bruxelles 1 bis, qui vise à vous donner des chefs de compétences, en fait, au niveau européen, dans différentes matières, comme j'ai expliqué tout à l'heure, assurance, consommateur, droit du travail, civil et commercial, contractuel. Ce qu'il faut évidemment ne pas oublier, c'est que chaque État membre peut avoir ses particularités. Hein. Ici à Luxembourg, traditionnellement, vous aurez justice de paix en dessous de 10 000 euros, tribunal d'arrondissement au-dessus de 10 000 euros. Il y a des pays où, évidemment, les compétences sont différentes. En Belgique, par exemple, c'est beaucoup moins élevé pour la justice de paix. Vous pourrez avoir aussi ce qu'on appelle le taux de ressort, c'est-à-dire que au Luxembourg, si vous avez un litige, si je ne me trompe pas, qui a une valeur de moins de 2 500 euros, eh bien, le litige ne sera pas appelable comme tel. On va considérer que le juge de paix va statuer en premier et dernier ressort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel possible. Eh bien, ces particularismes-là existent dans d'autres pays également, et donc ça peut parfois avoir des incidences sur vos dossiers. Alors, je vois que je suis bloqué. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça se fait par des formulaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail des formulaires, mais ce qui est un petit peu problématique, c'est que vous avez une ribambelle de formulaires qui ont été mis en place. Pourquoi? Parce que ce soit sur l'injonction de pays européenne, le règlement des petits litiges, etc., vous avez souvent la possibilité pour votre débiteur de contester la procédure ou la créance, et alors vous allez avoir lui-même va devoir utiliser d'autres formulaires. Donc, vous pouvez avoir aussi des problématiques où le juge qui reçoit votre dossier, il dit tiens, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, il manque des éléments de preuve, etc. Et donc il va vous redemander de fournir plus de pièces. Il y a des procédures parfois où il faut auditionner des témoins pour prouver certaines choses. Et donc on va avoir une problématique de preuve qui va se poser très concrètement. Et donc vous allez avoir une multiplication des formulaires qui vont intervenir. Et si vous tombez devant un débiteur qui est de mauvaise foi, qui est un petit peu malin, qui va aller lire tous ces textes, il va pouvoir vous pourrir la vie pendant des mois, concrètement. Donc, l'idée sous-jacente de simplification, elle est intéressante, mais moi, je suis dubitatif quant à l'utilité de ce genre de choses. Pourquoi concrètement? Parce que comme j'ai mis ici dans le slide, vous avez donc le débiteur pour former opposition dans un délai de 30 jours, avec un autre formulaire. Vous allez recevoir ensuite l'opposition de la part du greffe. Vous pouvez encore laisser tomber votre demande, vous pouvez encore insister, ça peut repasser en procédure civile ordinaire, comme ça peut être à l'abandon. Et donc vous allez avoir un ensemble de complications qui peuvent intervenir. Les seuls avantages pour moi, c'est que normalement vous n'avez pas de recours à un avocat. Et donc comme tout le monde le sait, les avocats ne sont pas bon marché, surtout les avocats luxembourgeois. Hein. Différentes raisons à ça, mais je vous les expliquerai plus tard si ça vous intéresse. Alors, l'autre avantage significatif, c'est évidemment ce qu'on appelle la suppression de la procédure d'exéquatur. C'est un mot savant. L'exéquatur, pour ceux qui ne sont pas juristes, c'est une procédure qui existait en tout cas entre tous les pays, c'est-à-dire que quand vous obteniez un jugement dans votre pays d'origine contre quelqu'un, vous deviez faire reconnaître ce jugement dans l'autre pays pour pouvoir alors exécuter ce jugement. L'existence du jugement était reconnue comme telle, mais vous ne pouviez pas l'exécuter dans l'autre pays si vous n'aviez pas fait cette procédure d'exécution. Et chaque pays avait un petit peu
son organisme compétent, je dirais, pour donner cette ordonnance d'exéquatur. Au Grand-Duché de Luxembourg, c'était traditionnellement le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui vous délivrait une ordonnance, il vérifiait si vous aviez signifié correctement votre acte introductif, si les droits de la partie adverse avaient été respectés, si votre titre ne compromettait pas l'ordre juridique, l'ordre public luxembourgeois par exemple, etc. Et si tout rentrait dans les clous, il vous délivrait une ordonnance, vous deviez encore signifier cette ordonnance, attendre le délai d'appel, et puis vous pouviez alors exécuter pleinement dans l'autre pays. Et donc, ça avait un coût, ça avait des complications en termes de temps, la partie adverse pouvait encore interjeter appel de l'ordonnance d'exéquatur, et donc vous étiez parti encore pour des procédures en appel. Donc, ces procédures simplifiées qui ont été mises en place au niveau européen visent à supprimer complètement l'exéquatur. Le règlement 44-2001 dont on parlait tout à l'heure a aussi pour objectif une reconnaissance de toutes les décisions judiciaires, tous les actes authentiques également au sein des pays de l'Union européenne pour éviter cette procédure d'exécution. Elle a tout simplement été remplacée par un formulaire à délivrer par le pays d'origine, donc la juridiction qui a rendu le jugement dans le pays d'origine, va alors délivrer un formulaire qui va déclarer que dans le pays d'origine, cette décision est exécutoire. Et sur base de ce formulaire, vous allez pouvoir exécuter dans un autre pays de l'Union européenne sans procéder à de nouvelles demandes ou ordonnances d'exécution. Alors, il faut réveiller la machine. Voilà. Alors, vous avez ce qu'on appelle le règlement des petits litiges. Donc, à côté de l'injonction européenne, où là, vous n'avez pas de limite en termes de montant, vous avez ici ce qu'on appelle le règlement, la procédure de règlement des petits litiges, qui fait appel aussi à des formulaires à remplir, où là, vous avez donc une demande qui ne va pas dépasser 5 000 €, hors intérêts, frais et débours. Parce que, vous savez que dans certains litiges, vous pouvez avoir des intérêts qui s'accumulent, hein, surtout si, par exemple, en tant que créancier, vous allez envoyer des multiples rappels. Le temps va s'écouler pendant que vous envoyez tous ces rappels et sans agir, et il va y avoir des intérêts de retard que vous pouvez mettre en compte. Ici, donc, on ne va pas les prendre en compte pour la compétence. Alors, tout comme l'injonction européenne, le règlement des petits litiges est un règlement qui va s'appliquer uniquement et quasi uniquement en matière civile et commerciale. Les règlements excluent beaucoup de matières. Alors, je vous donne un petit exemple. Vous avez par exemple, dans le champ d'application, on vous dit qu'il y a exclusion des matières comme les régimes matrimoniaux, les testaments, les successions, les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, les créances découlant d'obligations non contractuelles. Voilà, vous avez déjà pas mal d'exclusions. Alors d'autres règlements excluent les matières douanières, etc. Donc, dites-vous que c'est limité à la matière civile et commerciale, et quand je dis civil et commercial, c'est même plutôt le commercial B2B. Alors, les étapes, de nouveau, pour le règlement des petits litiges, vous avez introduction de demande par un formulaire A, correction et vérification par un juge, c'est un petit peu toujours le même mécanisme, hein, ils ont fait un copier-coller de ce qui existait précédemment aussi. Vous avez donc une notification qui se fait par le greffe au défendeur, il a alors 30 jours pour réagir. Ensuite, s'il réagit, eh bien, vous recevez sa réponse et vous allez aviser des suites à donner. Alors, il peut y avoir aussi des obstacles, c'est-à-dire que le juge va se dire, tiens, il y a une cause de refus, par exemple, vous êtes trompé de matière, vous êtes dans une matière exclue, eh bien, on va vous refuser l'ordonnance pour le petit litige. Vous avez, par exemple, déjà eu une décision antérieure, par exemple. Vous pouvez avoir aussi des décisions incompatibles qui peuvent se manifester. Votre débiteur va peut-être signaler ce genre de problème, évidemment, et donc vous aurez un problème. Alors, il faut savoir qu'au Luxembourg, l'appel n'est pas possible contre des décisions donc, qui sont rendues dans ces petits litiges inférieurs à 5 000 €, et vous n'aurez que le pourvoi en cassation. Alors, on imagine mal, je trouve ça un peu idiot d'avoir prévu un recours en cassation qui est toujours possible, parce que quand vous avez un litige dont l'enjeu est inférieur à 5 000 €, une cassation, ça a un coût exorbitant, puisque vous devez passer par un avocat quasiment spécialisé pour rédiger un recours en cassation.
et donc ça vous coûte les yeux de la tête, autant dire que ça n'a pas beaucoup de sens. Vous avez aussi dans ces procédures-là une possibilité de demande de réexamen par le défendeur. Donc, si vous voulez une idée de simplification au départ, on arrive à venir avec des complexités qui s'ajoutent, réexamen et autres. Pour moi, c'est un petit peu dommage d'avoir prévu ces possibilités-là, parce que ça nuit à l'efficacité du système. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, vous avez les références, si vous souhaitez lire un petit peu ces règlements, ils sont très faciles à lire. Vous avez tous les considérants au début qui vous expliquent un peu le contexte, et puis vous avez le texte assez simple qui vous explique comment ça se passe, qui est compétent, comment vous y procédez, et vous avez chaque fois en annexe les formulaires. Et vous avez ces réglementations européennes qui sont disponibles évidemment dans toutes les langues de l'Union européenne. Il suffit de taper les références sur Google, vous tombez sur le site de l'Union européenne et vous pouvez aller consulter les textes en version PDF ou autre, comme ça vous intéresse. Alors là aussi, vous avez parfois des nécessités de faire des traductions, évidemment, parce que on sait bien que l'Union européenne, vous avez des ribambelles de langues officielles. Il y a parfois des pays qui sont très tolérants. Le Luxembourg en général est assez tolérant au niveau de l'emploi des langues. Bon, vous avez les 3 langues nationales évidemment, mais enfin parfois si vous avez des pièces documentées en langue anglaise, ça ne va pas poser de problème. Essayez de faire ça en Belgique, c'est la catastrophe. Si vous invoquez une pièce en néerlandais devant une juridiction francophone sans avoir fourni de traduction, eh bien elle va être irrecevable. C'est assez fou. À titre d'exemple, il y a quelques années, j'ai plaidé en anglais contre un particulier chinois devant une justice de paix luxembourgeoise. Ça n'a pas posé de problème. À partir du moment où tout le monde était d'accord et les juges acceptaient les plaidoiries en anglais, je trouve que finalement, ce qui compte à la base, c'est l'efficacité des juridictions, l'emploi des langues et, je dirais, un élément connexe pour moi qui ne devrait pas être si significatif. Mais bon, on sait que la question de l'emploi des langues dans certains pays devient très, très sensible. Alors vous avez cette procédure où le juge tient une audience si c'est nécessaire, etc. Vous avez la mise en compte des frais à charge de celui qui succombe. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Ce qui existe aussi, donc, au niveau du 3e outil, c'est le titre européen pour les créances incontestées. Ça découle d'un règlement européen. Et qui vise de nouveau à créer un espèce de titre exécutoire européen pour les petites créances où vous n'avez aucune contestation de la partie adverse. Donc la partie adverse ne s'est pas manifestée, aucun répondant de l'autre côté, et donc vous allez avoir cette possibilité d'obtenir ce titre exécutoire qui va être reconnu donc dans tous les pays de l'Union européenne, et vous allez alors pouvoir entamer l'exécution par les autres pays européens. Alors attention, il faut savoir que les procédures d'exécution nationales restent nationales. Donc vous n'avez pas une procédure européenne d'exécution. Ça aurait été un outil merveilleux à mettre en place, mais vous devez encore, par exemple, si vous devez agir en France, vous allez devoir transmettre votre titre exécutoire à un huissier de justice, qui va devoir le signifier, procéder à des actes de commandement, etc., de saisie et même chose en Belgique, même chose au Grand-Duché. Alors, il faut savoir par exemple une particularité en Allemagne. Si vous souhaitez forcer la porte de quelqu'un pour aller saisir ses biens dans sa maison, vous devrez avoir 2 injonctions de payer de l'huissier allemand qui sont infructueuses, et la 3e fois, l'huissier devra demander une ordonnance à un juge pour pouvoir rentrer avec un serrurier à l'intérieur faire une saisie. Autant vous dire que vous perdez un temps fou avec ce genre de choses. On pourrait penser que l'Allemagne est un pays d'efficacité à ce niveau-là. Eh bien, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, si vous avez un débiteur qui veut vraiment vous enquiquiner, il peut encore gagner énormément de temps. Et surtout, il peut alors camoufler son patrimoine, puisque l'huissier sera déjà venu 2 fois. Je pense qu'il aura bien compris qu'il va se faire saisir ses biens. Il pourra aller les cacher ailleurs, les planquer dans un coffre à la banque ou chez son oncle ou sa tante, allez savoir. Donc tout ça, c'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit aussi dans le cadre du recouvrement. Je vois que le temps file et donc je vais essayer de ne pas trop traîner. Alors, quelle est la notion de créance incontestée? Ça vaut quand même la peine de le souligner. Donc c'est lorsque le débiteur l'a expressément reconnu,
en l'acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure judiciaire, ou s'il ne s'est jamais opposé au cours de la procédure judiciaire, ou s'il n'a tout simplement pas comparu, ne s'est pas fait représenter à une audience, même s'il l'a contesté au début. Alors, petite chose intéressante à signaler ici, votre débiteur reconnaît sa dette. D'une manière générale, c'est quelque chose qui doit faire tilt si vous avez cette situation-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'un débiteur reconnaît sa dette, quand vous agissez, je donne l'exemple des juridictions luxembourgeoises, mais si devant une juridiction luxembourgeoise, même si la partie adverse ne comparaît pas, ne se défend pas, si dans un document, dans un mail ou autre chose, elle a reconnu sa dette, vous pouvez obtenir ce qu'on appelle l'exécution provisoire. C'est-à-dire que le juge va rendre un jugement, il va dire, voilà, puisqu'il y a reconnaissance de la dette, vous allez pouvoir exécuter la condamnation tout de suite, sans attendre l'expiration des délais de recours. Alors, délai de recours traditionnel au Luxembourg, vous avez un délai de 40 jours pour faire appel, vous avez un délai de 15 jours pour faire opposition. Imaginez que la personne ne comparaît pas, n'a pas été touchée à personne, comme on dit par l'acte introductif d'instance, eh bien, elle va avoir la possibilité de faire d'abord opposition pendant 15 jours, et puis appel pendant 40 jours. Donc vous êtes déjà à 55 jours d'attente avant de pouvoir vous dire, tiens, je vais pouvoir exécuter maintenant parce qu'il n'y a pas eu de recours. Et donc, une chose très utile, si vous avez une reconnaissance dans un document, dans un écrit de la dette, vous pourrez demander cette exécution provisoire et vous allez gagner ces 55 jours finalement, puisque vous pourrez transmettre à un huissier directement sans attendre l'expiration du délai d'appel. Chose aussi à signaler, c'est que vous avez l'obligation, notamment les avocats, quand ils veulent exécuter une condamnation, de la faire signifier par un huissier, notamment en Belgique, France, Luxembourg, Allemagne aussi. Allemagne, ce sont les Amtsgericht qui s'occupent de ça, et vous allez alors devoir obtenir ce qu'on appelle un certificat de non-appel ou de non-opposition que le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement va vous délivrer. Et ce n'est qu'avec ce document-là, plus la grosse exécutoire de la décision, que vous allez pouvoir transmettre à un huissier pour exécuter. Donc vous avez encore des complications, je dirais, de formalisme qui s'ajoutent. J'ai déjà abordé cette idée de titre exécutoire européen, donc je ne vais pas y revenir. Je ne vais pas revenir non plus au niveau des normes minimales, parce que l'idée c'est de vous laisser évidemment un temps aussi pour les questions-réponses. Alors, l'ordonnance, quelques mots sur l'ordonnance européenne de saisie conservatoire bancaire. Vous savez qu'au Grand-Duché de Luxembourg, on a le secret bancaire qui est opposable à l'administration. Alors, dans une certaine mesure, puisque maintenant il y a quand même des progrès importants au niveau de l'échange automatique d'informations qui sont intervenus. Mais si vous êtes contribuable luxembourgeois, le fisc luxembourgeois n'a pas accès à vos données bancaires. Et c'était un problème, notamment quand vous deviez, par exemple, exécuter contre quelqu'un au Luxembourg. Vous ne pouviez pas connaître ses relations bancaires, savoir s'il avait des comptes ou pas dans certaines banques. En Belgique, c'était tout à fait possible, il y avait une procédure qui était disponible. Dans d'autres pays européens, c'était possible, mais en tout cas pas au Luxembourg. Depuis 2017, donc 18 janvier 2017, vous avez ce règlement européen qui est entré en vigueur. Pas applicable au Danemark et au Royaume-Uni, mais vis-à-vis de tous les autres pays, c'est possible. Vous avez la possibilité, lorsque votre débiteur, même s'il est luxembourgeois, a des comptes bancaires dans d'autres pays, que vous en avez connaissance ou vous supposez qu'il y en a, eh bien, mettre en route cette ordonnance de saisie conservatoire bancaire vous permettre d'avoir connaissance de comptes situés à l'étranger et vous allez alors bloquer à titre conservatoire la somme que vous réclamez sur ce compte bancaire. Il faut savoir que vous devez parallèlement introduire une procédure au fond pour obtenir une condamnation au fond. Donc cette procédure est disponible de manière conservatoire, c'est-à-dire avant même d'obtenir un titre de condamnation, vous pouvez la mettre en œuvre, mais vous devez parallèlement faire une demande au fond, sinon elle sera levée d'office. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais donc ça s'applique en matière civile et commerciale. Il y a également de nouveau toute une série d'exclusions. Il faut un litige transnational. Je l'ai dit, le simple fait que votre débiteur ait des comptes à l'étranger suffit pour justifier du côté du caractère transnational du litige. Et vous allez avoir maintenant des procédures où vous avez des autorités nationales qui vont vous délivrer les informations sur les comptes bancaires
qui existent. Petit exemple, par exemple, en Belgique. Personnellement, je suis résident belge, mais je travaille depuis 25 ans au Grand-Duché. Et donc, j'ai l'obligation de déclarer à la Banque nationale de Belgique l'existence des comptes à l'étranger que je détiens. Quand je dis comptes à l'étranger, ce sont les comptes luxembourgeois ou évidemment ailleurs. Il y a une obligation de déclaration et donc il y a un organisme centralisateur. Alors tout ça a été évidemment lié à la crise financière de 2008-2009, au mouvement de transparence qui a suivi, les Panama Papers, j'en passe et des meilleurs. Donc il y a eu cette grande influence aussi de la crise des subprimes qui a généré un mouvement de transparence internationale. Mais donc vous avez maintenant des possibilités de connaître ces comptes bancaires qui sont importantes et qu'il ne faut pas négliger. Petite parenthèse, certains créanciers sont assez malins, c'est qu'ils vont avoir, par exemple, ils sont au Luxembourg, ils ont un débiteur luxembourgeois, ils se disent, zut, j'ai pas la possibilité de savoir s'il a des comptes bancaires. Eh bien, des petits malins, et notamment avec les idées de certains huissiers, vont faire une cession de créance à une société du groupe, par exemple, qui se trouve en Belgique ou en France, et alors ils vont créer finalement artificiellement un côté transnational de la créance pour alors faire une demande pour avoir accès au compte bancaire luxembourgeois de ces personnes et pouvoir procéder à une saisie conservatoire. Voilà. Il y a des petites subtilités, certaines personnes qui ont des idées de ce côté-là, et donc ça peut être assez intéressant. Dans les cas où on doit beaucoup d'argent, ça peut être très, très intéressant. Alors, oui, je vous ai parlé du règlement 44-2001. Celui qui a suivi, c'est le 12-15-2012, entré en vigueur le 10 janvier 2015. Donc pour tout ce qui est litige, créance né après le 10 janvier 2015, vous pourrez utiliser le règlement 12-15-2012 qui va vous donner des critères de compétences classiques. Ce sont des règlements qui sont vraiment fondamentaux au niveau de l'Union européenne. En tant qu'avocat luxembourgeois, on les utilise quotidiennement puisque le pays étant petit, on a des dossiers qui sont à l'international quotidiennement. Pardon. Alors je vous parlais de ce fameux certificat. Dans le 44-2001, si je ne me trompe pas, c'est l'article 53, où vous allez donc avoir possibilité de demander, après l'expiration des délais d'appel et signification, un formulaire qui va certifier que votre décision est exécutoire dans son pays d'origine. Et avec ce formulaire, vous allez pouvoir entamer l'exécution dans les pays voisins. Quels sont les inconvénients maintenant de ces procédures européennes? Comme j'ai dit, il y a quand même une paperasserie importante, une gestion administrative. Alors ça nécessite une bonne organisation du personnel qui est formé, parce que sinon vous pouvez vite perdre énormément de temps dans la gestion de ces formulaires, dans les communications avec les greffiers, les parties adverses. Comme j'ai dit, il y a encore beaucoup de recours possibles pour les débiteurs de mauvaise foi, et donc ça risque d'allonger les délais. Ça peut parfois être plus long qu'une procédure classique, par exemple devant la justice de paix, où vous auriez simplement fait une citation contre votre débiteur. Vous avez le risque d'avoir des particularismes locaux, avec des problématiques aussi parfois de traduction de pièces, puisque vous devez prouver vos créances. Il faut que le juge devant lequel vous allez présenter ces éléments connaisse la langue des documents que vous allez soumettre. Il y a quand même un gros mouvement d'assouplissement à ce niveau-là. Personnellement, j'ai eu l'expérience, par exemple, au niveau des Pays-Bas, au niveau de l'Allemagne, avec des juges extrêmement souples au niveau des documents. Pardon. Donc avec des juges qui acceptaient des documents en allemand, en anglais, en irlandais, en français, sans aucun problème. Et c'était vraiment efficace. Alors, les autres inconvénients fondamentaux, c'est que parfois vous devez vous rendre quand même à des audiences qui sont à l'étranger. Parce qu'à un moment donné, si vous avez une opposition de la partie adverse, le juge va vouloir entendre les parties, etc. Donc, ça peut être un problème. On n'est pas habitué à ça, c'est une gestion aussi, et donc, c'est pas si évident. Je vous l'ai signalé tout à l'heure, obtenir un titre, c'est bien, mais l'exécuter, c'est encore mieux, et là, également, vous avez tous les particularismes locaux qui existent encore. Alors, brièvement, pour vous parler maintenant, encore 5 petites minutes, Madame Migel, j'ai encore un peu de temps. Voilà. 5 petites minutes sur les problématiques hors Union européenne. Alors,
hors Union européenne, vous allez de nouveau avoir la problématique, si vous n'avez pas prévu des conditions contractuelles qui impliquent la compétence de vos tribunaux, votre droit applicable. Pardon. Je parle trop. Votre droit applicable, etc. Eh bien, vous allez devoir passer par des analyses pour déterminer quel est le droit applicable dans une situation, quel est le tribunal compétent. Vous allez passer par des conventions internationales. Je pense à la Convention de Rome sur les obligations en matière contractuelle, détermination du droit applicable en matière d'obligations contractuelles. Vous avez des organismes, des conventions de l'AE aussi sur la vente internationale de marchandises et ce genre de choses. Vous allez avoir toujours les mêmes problématiques d'identification de vos clients, de sa localisation parfois également, puisque si vous devez agir à l'étranger, vous devrez souvent agir dans le tribunal de son canton, de son arrondissement judiciaire. Vous ne pouvez pas aller à Berlin s'il habite à Hambourg, évidemment. Alors, si vous n'avez pas un contrat clair, toutes ces problématiques-là, ça devient vraiment des casse-têtes. Et on a des dossiers où on a ce qu'on appelle le droit international privé, qui est une discipline du droit en soi, qui est très importante dans les études de droit, notamment au Luxembourg. Il va vous aider à déterminer quel est le droit applicable, quelle est la juridiction compétente, avec tous ces outils internationaux et conventions internationales. Et parfois, vous avez ce qu'on appelle des mécanismes de renvoi, c'est-à-dire vous allez avoir une règle qui va vous renvoyer, une règle internationale qui va vous renvoyer à un pays, par exemple les Pays-Bas, et les Pays-Bas vont vous dire « Ah ben non, moi, si on applique mon droit, on va renvoyer, par exemple, au droit allemand. » Et donc, vous avez un mécanisme de renvoi comme ça, et ça devient des vrais casse-têtes. Sachant que si vous vous plantez, le juge, in fine, il va déclarer votre demande irrecevable, et vous devez recommencer tout à zéro. Donc, c'est pas simple. Alors, hors Union européenne, vous avez évidemment le problématique du coût des procédures qui est encore plus significative. Je vous donne un exemple. Bêtement, j'ai eu un cas où un client voulait exécuter un jugement en Suisse. Eh bien, ça lui coûtait une fortune. Pourquoi? Parce qu'il devait passer par un avocat suisse, qui devait faire une procédure de reconnaissance, etc. C'était vraiment un casse-tête. Même problématique, par exemple, avec la Turquie, où là, non seulement vous avez des problématiques de coûts, de traduction et autres, vous devez passer par un avocat local, vous avez un risque aussi que les juridictions locales ne soient pas impartiales, qu'elles soient tout simplement corrompues, ou que vous deviez vous-même, on vous suggère de devoir verser des enveloppes pour avoir ce que vous demandez et ce que vous devriez avoir naturellement. Et donc, il faut imaginer la complexité que ça intervient, que ça nécessite. Alors vous avez parfois aussi des droits, des concepts de droits locaux qui sont très différents des nôtres. Je parle aux juridictions, par exemple, en Afrique du Sud, en Australie, vous avez des juridictions d'origine anglo-saxonne qui ont des concepts de trust, equity, common law, etc. Tout ça, ça peut être très perturbant et compliqué à la fois. Ensuite, vous avez également, comme j'ai dit, des problématiques de signification, avec des huissiers qui n'existent pas, vous allez passer par quelle autorité, est-ce que c'est efficace, est-ce que ce n'est pas efficace. Un exemple très concret, vous devez agir contre quelqu'un qui est situé à Taïwan. On vous dit Taïwan, il n'y a pas de convention spéciale que les huissiers peuvent utiliser pour faire une signification, donc on va passer par la voie diplomatique. Même chose par exemple en République démocratique du Congo. Il faut savoir que la voie diplomatique, elle ne fonctionne pas avec certains pays. Donc vous allez poursuivre quelqu'un devant, par exemple, une juridiction luxembourgeoise, mais qui est localisée à Taïwan. Comment vous allez prouver que finalement cette personne a reçu votre exploit d'huissier et que vous allez pouvoir alors plaider votre dossier dans la juridiction luxembourgeoise? Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Parfois, on a recours à des systèmes DHL. Vous allez alors envoyer un DHL à Taïwan, parce que là, vous aurez un accusé de réception qui sera reconnu comme tel par une juridiction luxembourgeoise. En République démocratique du Congo, vous allez tenter d'utiliser un huissier local pour qu'il fasse un pseudo-acte de signification à la partie adverse, parce que par voie diplomatique, vous ne savez pas où ça atterrit, mais ça n'arrive pas chez le destinataire. Et donc voilà les complications que vous pouvez avoir. Sans compter donc les risques de corruption. J'ai eu récemment un cas avec la République démocratique du Congo en matière familiale, où le mari arrivait à obtenir des décisions contre son beau-père dans une procédure de divorce, pour essayer en fait de faire pression sur sa future ex-femme,
qui voulait demander le divorce, mais des décisions absolument abracadabrantes, avec envoyé qu'il y avait un copier-coller de décisions concernant d'autres personnes, etc. Donc, des choses absolument odieuses, mais qui se pratiquent à l'étranger. Et donc, vous avez des cas très complexes où vous avez cette corruption qui peut intervenir aussi. Je ne vais pas revenir sur les autres éléments. Peut-être juste un dernier mot sur les procédures d'insolvabilité. Donc, vous avez vu que ces injonctions européennes et mécanismes européens ne s'appliquent pas quand vous avez des procédures d'insolvabilité. A fortiori, à l'étranger, les mécanismes d'insolvabilité peuvent générer des règles exorbitantes du droit commun. Vous allez par exemple avoir un blocage évidemment de tous vos droits d'exécution. Ah non, désolé, il y a une procédure d'insolvabilité, vous ne pouvez rien exécuter, vous pouvez juste déclarer votre créance. Et attention, parce que vous avez un certain délai pour le faire, et si vous loupez le délai, vous êtes cuit. Donc il faut être très attentif à ce genre de choses. Et donc si je peux moi vous recommander des bonnes pratiques, c'est surtout de ne pas attendre trop longtemps avant d'entamer l'exécution ou le recouvrement proprement dit de vos créances. Quelques conseils de bonne pratique, soyons concrets, bien évidemment, rassemblez les bonnes informations sur vos clients, essayez d'obtenir des références. Si vous avez un client à l'étranger pour un marché important, vous pouvez contacter votre avocat luxembourgeois qui peut lui-même contacter un confrère, qui peut, en quelques coups de téléphone, obtenir des informations utiles. On peut parfois obtenir des informations financières aussi de manière assez facile. Si vous avez maintenant un débiteur purement luxembourgeois, bien, parfois, avec quelques coups de téléphone aux huissiers, on peut savoir si cette personne-là ou cette société-là a déjà des difficultés, s'il y a déjà des procédures qui sont en cours. Donc, on peut faire de la prévention aussi. Vos documents contractuels sont très importants au niveau du choix des juridictions compétentes des procédures. Préparez-les minutieusement, faites-vous accompagner pour cela. Envisagez évidemment, quand vous préparez des contrats, les scénarios à problème. Envisagez, voilà, tiens, je vais avoir un problème, le client ne me paye pas mon acompte, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais réagir, ou j'ai un problème d'approvisionnement d'un fournisseur, tiens, est-ce que je ne peux pas mettre une clause dans mes contrats, comme quoi si jamais il y a un retard qui n'est pas de mon chef, je ne peux pas reporter mon exécution, etc. Donc tout ça, ce sont des choses à anticiper pour bien préparer vos documents contractuels. Alors, à l'étranger, donc en Union européenne, mais a fortiori au-delà, vous avez évidemment les possibilités d'utiliser des garanties bancaires. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le crédit documentaire, le crédit à l'exportation, les assurances à l'export aussi, comme le Ducroire, qu'on connaît bien ici, ou des organismes privés comme Euler, Hermès, qui vont vous assurer contre un risque de défaillance de votre débiteur. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont des bases de données sur les entreprises à l'international. Une chose aussi, un dernier point que je voulais aborder, c'était le fait qu'il ne fallait pas négliger la problématique des transports. Si vous devez livrer à l'étranger, vous allez avoir des problématiques de risque, savoir qui va supporter le risque du transport, quel type de transport vous allez avoir, est-ce qu'il va y avoir une assurance du transport, et tout ça, ça implique évidemment du temps que vous allez consacrer au dossier, ça implique des coûts, parce que soit vous allez mettre le coût du transport à charge de votre client, soit c'est vous qui allez le supporter, il faut le budgétiser correctement dans votre prix, et vous allez avoir peut-être des problématiques d'assurance aussi, et vous allez avoir les problématiques avec le droit des transports, de ce qu'on appelle par exemple les incoterms, qui vont vous donner finalement des règles de base de qui supporte quel risque au moment du transport. Je vous donne un exemple, vous avez l'incoterm FOB, Freight on Board, ça veut dire que en tant que fournisseur, vous avez accompli votre prestation quand vous avez mis votre marchandise sur le bateau. Tout ce qui va se passer entre le moment de départ du bateau et le moment d'arrivée chez votre client, ce n'est pas votre problème. Vous avez fait votre boulot quand vous avez livré sur le bateau. Vous avez plein d'autres incoterms qui vont s'appliquer et donc parfois il y a des pièges dedans, il faut faire très attention à ce genre de choses. N'oubliez pas que vous pouvez vous faire accompagner également et donc ces fameux coûts connexes et votre tarification. Voilà, je crois que j'ai dépassé un petit peu le temps, mais enfin c'était important de signaler tous ces points-là. Je vais redonner la main à Madame Igel. Allez-y, n'hésitez pas. Alors, je vais déjà lire la première question.
Bonjour, un titre exécutoire a été envoyé à un patient par la justice de paix de Diekirch, mais le patient n'a toujours pas payé sa dette. Que faire s'il ne paie pas? Quel recours puis-je avoir? Bien voilà, c'est typiquement le cas où vous avez la personne qui reçoit ce titre exécutoire, en quelque sorte, s'assied dessus ou le jette à la poubelle, je ne sais pas. Eh bien, la seule solution, c'est de passer par un huissier de justice. Alors, je ne sais pas dans quel pays ça intervient, mais je suppose que c'est un pays limitrophe. Là, l'idée, c'est de pouvoir envoyer leur petit titre exécutoire. Normalement, vous devrez pouvoir obtenir, vous, un exemplaire et le transmettre à un huissier de justice pour qu'il exécute sur place, qu'il aille faire une saisie chez la personne en question. Prochaine question. Bonjour, je suis opticien au Luxembourg. Nous avons réalisé un équipement optique pour un de nos clients habitant en France, sans acompte, mais avec une fiche de vente remplie, état civil et matricule CNS et signée. Ce dernier est venu récupérer ses lunettes et nous a signé un papier pour effectuer un virement qu'il n'a malheureusement jamais fait. Quels sont mes recours possibles? Là aussi, vous avez la possibilité d'utiliser cette injonction de payer européenne en remplissant les formulaires, en l'envoyant au tribunal, et puis la suite avec les formulaires. Je suppose que le montant n'est pas très important, et donc vous avez intérêt à éviter les frais d'avocat dans ce cas de figure-là. Okay. Et la question a été complétée. Même cas pour un client où nous n'avons aucun matricule CNS. Je pense que ça joue pas un rôle, ou est-ce que ça fait une différence? Non, non, le fait qu'il n'y ait pas de matricule CNS n'est pas un problème. À partir du moment où vous avez le nom, prénom, le domicile de la personne, vous devez pouvoir exécuter contre elle. L'identité CNS, c'est bien si vous l'avez parce que ça vous donne la date de naissance. Ça peut parfois être utile si vous devez faire une saisie sur salaire, ce genre de choses, mais c'est pas indispensable. Savoir si le tribunal de Luxembourg est compétent pour un litige avec un patient habitant en France. Je dirais que si c'est un patient habitant en France, le tribunal de Luxembourg n'est pas compétent. Le patient, par définition, va être un consommateur final, et donc vous devrez toujours agir devant le tribunal de son domicile. Donc, essayez de déterminer le tribunal le plus proche et voir à quel montant vous en êtes, et peut-être utiliser effectivement cette injonction de payer ou ce système de règlement des petits litiges. Ok. Quelle procédure suivre pour exécuter une saisie sur salaire ou sur compte? Alors, quelle procédure? Bien, normalement, vous avez la saisie sur salaire. Donc, le texte vous dit, au niveau luxembourgeois, la saisie sur salaire, elle est de la compétence soit du tribunal domicile du débiteur, soit du tribunal du domicile de l'employeur de ce débiteur. Donc vous avez la possibilité d'introduire ce qu'on appelle une requête en saisie-arrêt spéciale, où vous allez mentionner votre créance, qui est votre débiteur, qui vous êtes, etc. Vous l'adressez alors soit à la justice de paix qui est liée au domicile de votre débiteur, soit à la justice de paix qui est liée au domicile de l'employeur de votre débiteur. Par exemple, si votre débiteur habite en France, qu'il a un employeur luxembourgeois, vous pouvez très bien justifier la compétence du tribunal luxembourgeois. Et donc, le tribunal va alors émettre une ordonnance de saisie-arrêt spécial sur salaire, qui va être envoyée directement à l'employeur, et l'employeur va devoir faire ce qu'on appelle une déclaration affirmative. Il va devoir donc légalement répondre au greffe en disant « Oui, monsieur Untel est bien salarié dans mon entreprise, il gagne autant par mois, brut », ou alors l'employeur va dire « Non, cette personne-là ne fait pas partie de mes effectifs ». Alors ça peut arriver parfois parce que le centre commun n'a pas ces données à jour sur les employeurs, et donc il doit faire cette déclaration affirmative, elle va être donc envoyée au greffier qui va la garder dans son dossier. Ensuite, le greffe va alors faire ce qu'on appelle une convocation des parties en audience publique, et là, vous allez vous présenter pour demander ce qu'on appelle la validation de la saisie, et peut-être même la condamnation. Si vous êtes dans la compétence du tribunal, vous pourrez demander la condamnation et la validation de la saisie, et donc vous allez avoir un jugement qui va être rendu par la justice de paix, qui va être aussi communiqué au débiteur, à l'employeur et à vous.
Dans les 15 jours, normalement, il y a une possibilité d'appel ou d'opposition. Si les 15 jours sont expirés, vous pouvez alors obtenir ce qu'on appelle un certificat de non-appel et de non-opposition et écrire alors à l'employeur en disant à l'employeur, maintenant, la validation est intervenue, virez-moi les sous que vous avez dû bloquer sur mon compte, sachant que l'employeur est tenu donc de bloquer chaque mois la portion saisissable du salaire de cette personne et doit d'abord bloquer cet argent-là donc sans le verser au salarié, au débiteur, et ce n'est qu'au moment où il y a une décision de validation qui est coulée en force de chose jugée que l'employeur pourra se libérer des fonds entre les mains du créancier. Ça, c'est le mécanisme de la saisie sur salaire, qu'on appelle aussi saisie arrêt spécial. La saisie bancaire traditionnelle, je veux dire, je ne rentre pas dans la saisie européenne, mais la saisie sur compte bancaire, là, elle peut dépendre aussi du montant de la créance. Si vous avez une créance qui est inférieure à 10 000 euros, le juge de paie va être compétent, juge de paie directeur, comme on l'appelle. Si c'est au-dessus de 10 000 euros, ce qui est assez fréquemment le cas, ça va être le président du tribunal d'arrondissement qui va être compétent. Et donc lui, il va être saisi par voie de requête, on appelle ça une requête en ordonnance de saisie-arrêt. Donc c'est une requête unilatérale que le créancier envoie au greffe du tribunal, dépose au greffe du tribunal, avec les pièces justifiant sa créance. Le tribunal, alors, le président regarde le dossier, va alors émettre une ordonnance qui va vous être restituée en original. Cette ordonnance, alors, vous allez devoir la transmettre à un huissier de justice qui, lui, va faire ce qu'on appelle la saisie proprement dite, qui se fait en 3 actes. Vous avez ce qu'on appelle la saisie-arrêt, donc c'est-à-dire il informe la banque qu'il y a une saisie et qu'elle doit bloquer l'argent. C'est évidemment fondamental, puisque, premier acte, il ne faut pas que le débiteur soit informé avant la banque. La banque est informée par la saisie-arrêt, puis vous avez ce qu'on appelle la dénonciation de la saisie-arrêt avec soit une citation devant le juge de paie, soit une assignation devant le tribunal d'arrondissement au fond pour obtenir la validation de la saisie. Et vous avez un 3e acte qui s'appelle la contre-dénonciation, c'est-à-dire que l'huissier doit informer la banque que vous avez bien fait la dénonciation. Parce que ce n'est que si les 3 actes sont effectués dans un certain délai que la procédure de saisie-arrêt bancaire est valable. Et donc vous avez 3 actes d'huissier. Ça vous coûte un peu de frais d'huissier, évidemment, mais ça peut être intéressant. Sachant que vous pouvez aussi cibler plusieurs banques. Si vous avez connaissance de plusieurs banques, ou si vous avez un montant qui est important au niveau de votre créance, vous pouvez imaginer dépenser un petit peu d'argent pour cibler, par exemple, 3 banques. Et donc, vous allez demander alors au président du tribunal, par exemple, de cibler la Banque et Caisse d'épargne d'État, la BIL, la Raiffeisen, et il va vous octroyer l'autorisation de saisir auprès de chacune de ces 3 banques dans son ordonnance. Voilà. Et là, la procédure prévoit que donc la banque va saisir de manière conservatoire, va bloquer les fonds. Petite différence par rapport à la saisie sur salaire, c'est que la banque n'est pas obligée de faire une déclaration affirmative. Donc ça veut dire que vous ne savez pas si vous avez bloqué effectivement de l'argent ou pas. Sachant que si votre débiteur était déjà en débit sur son compte, eh bien, vous n'avez rien saisi. Ce n'est que si son compte est créditeur et qu'il a bien un compte dans cette banque-là ou dans ces différentes banques-là que vous allez pouvoir bloquer de l'argent. Et ce n'est que tout à la fin de la procédure, quand vous aurez obtenu un jugement de validation sur le fond, qui sera lui-même coulé en force de chose jugée, donc où il n'y aura plus d'appel possible ou d'opposition, que vous pourrez alors revenir vers la banque ou les banques en leur disant, voilà, j'ai un jugement, il est coulé en force de chose jugée, j'ai un certificat d'un appel, dites-moi maintenant si j'ai bloqué de l'argent ou pas. Alors, en général, on fait ça par courrier recommandé avec accusé de réception. Si les banques refusent de répondre, il y en a encore quelques-unes assez stupides pour ne pas répondre, vous devez alors faire encore une assignation en déclaration affirmative contre la banque. Parce que la banque, quand vous lui envoyez le décompte avec les documents, vous la mettez en demeure en fait de faire ce qu'on appelle une déclaration affirmative, et elle doit le faire auprès du greffier du tribunal. Si elle ne le fait pas, elle se met en tort, et vous devez alors la poursuivre, et elle peut être condamnée purement et simplement aux sommes qu'elle aurait dû bloquer entre ses mains. Bon, c'est un petit peu le mécanisme des 2 saisies distinctes. Merci beaucoup. Il y a encore une question liée à la saisie sur salaire. Donc, comment connaître l'employeur pour la saisie sur salaire? Et donc, la deuxième question directement liée,
Bonjour, donc il y a possibilité de faire une saisie sur salaire pour un salarié sorti des effectifs. Alors non. Pour répondre à la deuxième question, une fois que le salarié est sorti des effectifs de l'employeur, il n'y a plus rien à saisir a priori. Bon, sauf s'il vient juste de sortir et qu'il a encore un reliquat de salaire à percevoir, là vous pouvez penser que la saisie aura une efficacité, mais s'il est sorti des effectifs de l'employeur, ça n'a aucun sens, puisque vous ne saisirez rien. Alors comment connaître l'employeur? Eh bien ça c'est un mécanisme normalement que beaucoup d'entreprises connaissent déjà au Luxembourg. Il faut, pour connaître l'employeur, faire une requête au juge de paix. Alors, si vous ne savez pas où est l'employeur, évidemment, vous pouvez choisir le juge de paix de Luxembourg, de Esch ou ailleurs. Vous faites une saisie, ce qu'on appelle une requête employeur, donc pour connaître l'employeur. Et c'est une requête qui va être adressée au juge de paix, qui va autoriser les organismes de sécurité sociale luxembourgeoise à vous donner les informations sur l'employeur auprès duquel la personne est affiliée. Alors ça peut être l'employeur, ça peut être une caisse de pension ou de retraite, etc. Tout ça va être communiqué donc par le centre commun. Donc c'est-à-dire que le juge de paix vous octroie l'autorisation. Vous recevez donc cette requête en original. Vous devez l'envoyer au centre commun qui a un département qui s'occupe de ça. Et le centre commun vous répond dans une dizaine de jours en vous disant voilà, selon nos fichiers, la personne est enregistrée comme employé ou salarié auprès de telle ou telle entreprise. C'est tout ce qu'on vous donne comme information. Enfin, ça vous permet alors de faire une saisie sur salaire par la suite. Attention, parce que pour pouvoir faire efficacement cette requête auprès du juge de paix, il faut que vous connaissiez la date de naissance de la personne, idéalement, et son adresse, évidemment. Et évidemment, nom et prénom correctement orthographiés. Pourquoi? Parce que le centre commun, lui, il fait une recherche par nom, et s'il y a des homonymes, il doit savoir quelle est la date de naissance, pour ne pas confondre les personnes. Donc idéalement, là aussi, c'est donc quand je pense à l'identification correcte du client comme mesure préventive, si vous avez un client particulier, par pitié, demandez-lui une copie de sa carte d'identité ou sa date et son lieu de naissance. À minima, vous avez besoin de son nom, son prénom, s'il est marié ou pas, son domicile, évidemment, son adresse privée, et sa date et son lieu de naissance, parce que ça vous sera utile après si vous devez faire une requête pour obtenir l'identité de son employeur. Ok, très bien. Nous avons encore deux questions. Donc, dans le cas d'un appel à huissier, qui paie les frais d'huissier? Alors, théoriquement, vous devez faire l'avance des frais d'huissier en tant que créancier, mais in fine, les frais d'huissier sont toujours comptabilisés à charge du débiteur. Donc, l'huissier, lui, quand il va faire un décompte final de la créance, avant d'aller toquer chez le débiteur pour faire une saisie, il va tenir compte des frais de ses actes d'huissier. Donc quand je dis acte d'huissier, ça va être signification, commandement avant saisie et procès-verbal de saisie, par exemple. Donc tout ça, ça va s'ajouter aux frais, ce qu'on appelle les frais de justice. Les frais d'huissier font partie des frais de justice, et donc ils sont normalement à charge de la partie débitrice qui succombe évidemment en justice. Il faut nuancer aussi la réponse, c'est que supposez que votre débiteur soit insolvable, eh bien les frais d'huissier, vous les aurez avancés et vous ne saurez pas les récupérer évidemment. Donc c'est aussi parfois, dans certaines situations, vous devez mettre en balance quels vont être les coûts d'huissier par rapport au montant de votre créance. Et évidemment, trop fréquemment, les entreprises renoncent à faire du recouvrement parce qu'elles se rendent compte que pour des petites créances, ça va coûter plus cher qu'autre chose. En tout cas, le risque que ça coûte plus cher est toujours là. Voilà. Et concernant ça encore, pour les petites sommes, ne serait-il pas préférable de s'adresser à une société de recouvrement plutôt que de se lancer dans les procédures longues et coûteuses? Alors oui, les sociétés de recouvrement existent, simplement elles ne sont pas gratuites, évidemment. Alors vous avez ce qu'on appelle aussi le recours à l'affacturage ou au factoring. Vous allez alors céder vos créances à une société de recouvrement qui, elle, va faire appel à des avocats avec lesquels ils ont des tarifs pré-négociés pour faire du recouvrement. Ou ce qu'ils vont faire aussi, ils vont harceler les débiteurs de courriers, d'appels téléphoniques, etc. jusqu'à ce qu'ils payent ou jusqu'à ce qu'ils changent de numéro de téléphone. Donc oui, ce sont des mécanismes qui arrivent. C'est à vous de voir au niveau de
de votre budget finalement et de vos frais de fonctionnement si vous arrivez à absorber le coût de ces sociétés de recouvrement et si vous avez un volume de recouvrement qui est suffisamment important pour justifier ce genre de coût. Ok, super. Petite dernière question que je viens de voir. Donc, vous avez parlé de la compensation légale. Je suis fort surprise. C'est la première fois que j'en entends parler. J'ai toujours entendu que cette pratique n'était pas légale. Aussi, je suis étonnée, en plus de la facilité de cette pratique. Est-elle valable pour l'étranger? La compensation légale est un mécanisme qui est expressément prévu par le Code civil luxembourgeois. Code civil luxembourgeois qui, évidemment, comme tout le monde le sait, d'inspiration française napoléonienne et qui lui-même s'est imposé dans toute une série de pays européens. Je pense à l'Italie, à l'Espagne, à la France, à la Belgique. Dans une moindre mesure, les Pays-Bas, je pense. Mais donc, la compensation, je pense que c'est un mécanisme à creuser qui est tout à fait valable, légalement valable, et qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, méconnu au Luxembourg et très peu utilisé, mais qui pour moi est quelque chose auquel il faut penser de manière significative quand on a des problématiques de trésorerie avec des partenaires commerciaux avec lesquels on est successivement créancier et débiteur. Si vous souhaitez quelques précisions là-dessus, il suffit de taper Legilux, vous allez voir dans les codes, et puis vous tapez Code civil, vous allez jeter un coup d'œil sous compensation légale, conventionnelle et judiciaire, et vous allez trouver quelques règles très simples. Et ce mécanisme donc est tout à fait reconnu comme un mode de paiement en fait au niveau du Code civil. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup pour toutes les questions très intéressantes et surtout pour les réponses, Maître Kauter. Apparemment, il n'y a plus de questions, donc c'était tout. Donc, s'il n'y a plus de questions, moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour le temps que vous êtes pris ce matin pour nous expliquer toutes les procédures. Et donc voilà, donc s'il n'y a plus de questions, je pense que je vais clôturer la session de ce matin et je vous rappelle que le 26 octobre, il y a notre prochain Golden Moyen qui traitera le sujet du marquage CE. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire et sinon je vous souhaite encore à tous et à toutes une très bonne journée. Merci à vous et peut-être à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup à vous aussi, Maître. Merci, au revoir. Au revoir.